Bonjour. Et encore une vidéo sur la conscience humaine. Pour être plus précis, sur la question de savoir si tout ce que nous voyons autour de nous est réel et qui nous sommes réellement. Je commence à avoir la vertigineuse certitude que se comprendre soi-même est la tâche la plus complexe pour l'humanité. Alors commençons. Nos sens nous aident à survivre. Ils nous sauvent des chutes dans les escaliers, des accidents de la route et des intoxications par des aliments avariés. Nous nous fions à notre perception, croyant qu'elle nous montre le monde réel. Mais nos sens révèlent-ils vraiment une réalité objective? La plupart des gens pensent que oui, même si nous reconnaissons que nos sens nous trompent parfois, car les artistes et les psychologues créent souvent des illusions qui nous induisent en erreur. Et toi, bipède et tout poilu, ressens-tu que ça fait déjà 3 minutes que je souffre de faim? Peut-être parce que Martin, il y a 4 minutes, tu avais déjà tout mangé de ton assiette. Calme-toi et ne m'interromps pas. La foi en l'exactitude de la perception repose sur la théorie de l'évolution. Nous supposons que nos ancêtres, qui voyaient et comprenaient mieux la réalité, avaient plus de chances de survivre et de transmettre leurs gènes. Cependant, cette théorie comporte de sérieuses lacunes. En réalité, notre perception n'est pas une copie exacte du monde. Le problème n'est pas seulement que nous pouvons nous tromper dans notre perception, mais que l'espace et le temps que nous percevons ne sont pas une réalité objective. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un théorème scientifiquement prouvé. Je dis aussi que quand j'ai faim, l'espace et le temps deviennent illusoires. Comment nos sensations nous aident-elles à survivre si elles ne montrent pas la vérité? La réponse peut être trouvée à travers la métaphore de l'interface informatique. Lorsque vous écrivez un email, vous voyez une icône à l'écran. Mais cela ne signifie pas que le fichier sur l'ordinateur ressemble à cette icône. L'icône vous aide simplement à interagir avec l'ordinateur sans vous plonger dans les processus complexes à l'intérieur. De même, notre perception est une interface conçue par l'évolution pour notre survie. L'espace et le temps sont le bureau de notre interface, et non un reflet de la véritable nature de l'univers. Cela explique pourquoi nous devons prendre nos sensations au sérieux, mais pas littéralement. Dans cette vidéo, nous examinerons les théories exposées dans le livre de Donald Hoffman, The Case Against Reality. Si vous voyez une voiture qui file à grande vitesse, il vaut mieux s'arrêter et la laisser passer. C'est un choix plus sûr. Mais cela ne signifie pas que la voiture est une réalité véritable. Ce n'est qu'une partie de notre interface qui nous aide à prendre les bonnes décisions pour survivre. C'est pourquoi tu ne devrais pas être déçu que j'ai mangé tes saucisses pendant que tu racontais tes absurdités. Martin, tu es une ordure irréelle, une caractéristique irrationnelle dans un monde déjà mystérieux. L'auteur du livre, Donald Hoffman, explique comment l'évolution a créé cette interface et pourquoi nos sens cachent en réalité la véritable réalité objective. Nous découvrirons également comment les sciences modernes, la physique et la neurobiologie, confirment ces idées et remettent en question notre compréhension du monde, de l'espace et du temps. Et pourquoi est-ce que je supporte ce salaud illusoire de chat Martin? Parce que tu es un maître illusoire, au sens propre comme au sens figuré. La conscience est l'une des plus grandes énigmes de la science. Malgré les énormes avancées dans l'étude de la neurobiologie, nous ne comprenons toujours pas comment l'activité cérébrale engendre l'expérience subjective, nos pensées, nos sensations, nos émotions. Comment les processus électrochimiques du cerveau se transforment-ils en sensations conscientes comme le goût du chocolat ou le son de la musique? L'une des histoires les plus fascinantes dans l'étude de la conscience est le travail des neurochirurgiens Joseph Bogen et Philippe Vogel. Dans les années 60 du XXe siècle, ils pratiquaient des opérations sur des patients épileptiques au cours desquelles ils coupaient le cerveau en deux, séparant les deux hémisphères. Cette opération permettait de contrôler les crises d'épilepsie, mais a révélé quelque chose d'encore plus impressionnant. Chaque hémisphère a commencé à fonctionner comme une personnalité distincte. Lorsque les hémisphères cérébraux ont cessé d'interagir, des phénomènes étonnants sont apparus. Par exemple, on montrait deux mots à un patient à l'écran, clé et anneau. Chaque mot était montré à un hémisphère séparé, le mot anneau à l'hémisphère gauche et clé à l'hémisphère droit. Si on demandait au patient de dire ce qu'il voyait, il répondait anneau,
car l'hémisphère gauche, responsable du langage, ne voyait que ce mot. Mais si on lui demandait de saisir l'objet avec sa main droite saisissait anneau et sa main gauche clé. Cela montre que les deux hémisphères avaient des consciences différentes, qui ne pouvaient plus échanger des informations entre elles. Je l'avais remarqué depuis longtemps. Quand tes pantoufles sont propres, tu es encore humain, mais quand elles sont souillées, tu es tout simplement le diable. Peut-être as-tu un cerveau séparé. Il faut vérifier. Encore un mot et je te castre. Ces expériences ont conduit à une conclusion incroyable. Le cerveau peut être divisé et la conscience scindée. Les deux hémisphères peuvent avoir des pensées différentes, des croyances différentes, même des convictions religieuses. Par exemple, un hémisphère croyait en Dieu et l'autre non. Cela soulève la question, qu'est-ce que la conscience si elle peut être divisée au scalpel? Est-il possible que chaque hémisphère soit une personnalité distincte? Ces réflexions nous mènent à une énigme encore plus grande. Comment le cerveau crée-t-il la conscience? Les neurones, comme les autres cellules du corps, accomplissent des fonctions physiques, mais il n'existe aucun mécanisme compréhensible qui explique comment cette activité se transforme en expérience subjective. Nous savons qu'une certaine activité dans le cortex cérébral est associée à certaines sensations, mais comment cela se produit, cela reste inconnu. L'étude de la conscience se poursuit, et de nouvelles technologies, telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et l'électroencéphalographie, permettent une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau. Cependant, le mystère demeure. Comment les processus biologiques engendrent-ils la conscience? La conscience est-elle simplement un sous-produit de l'activité cérébrale, ou est-elle quelque chose de plus fondamental? Tu dis des absurdités. Et moi, je pense encore à cette jolie saucisse. À propos de la beauté, humaine peut-être, ou animale. La beauté peut être considérée comme l'une des formes les plus puissantes de communication évolutive. Nous réagissons inconsciemment à certaines caractéristiques physiques car elles signalent la santé, la jeunesse et la capacité à se reproduire. Cela peut être un petit détail comme l'anneau limbique, l'anneau sombre entourant l'iris de l'œil, ou les proportions du visage qui fournissent des indices importants sur le potentiel reproductif. Cependant, la beauté ne se limite pas aux caractéristiques physiques. Elle englobe également des aspects comportementaux qui changent en fonction de notre expérience évolutive et de nos besoins individuels. Par exemple, les femmes peuvent modifier leurs préférences en matière d'apparence des hommes en fonction des différentes phases de leur cycle menstruel. Pendant l'ovulation, elles sont davantage attirées par des traits signalant un taux élevé de testostérone, tels que des arcades sourcilières prononcées ou des mâchoires carrées, car cela indique des bons gènes. À d'autres moments, les femmes peuvent préférer des traits plus doux qui signalent une disposition à la responsabilité et aux soins des enfants. Ces changements inconscients dans la perception de la beauté montrent que nos notions d'attractivité sont flexibles et fondées sur l'évolution. Ils reflètent le désir d'atteindre un équilibre optimal entre la qualité génétique du partenaire et sa capacité à subvenir aux besoins de la progéniture. C'est ça. Plus j'ai faim, plus tu deviens belle. Maintenant, seul un crapaud marron couvert de verrues peut rivaliser avec toi en beauté. Si tu ne fermes pas ton clapet, je te laverai et tu ressembleras toi-même à ce crapaud. La beauté ne se limite pas à l'apparence physique. Les signaux sociaux, tels que le regard et l'expression du visage, jouent également un rôle important dans la détermination de l'attractivité. L'éclat des yeux, créé par le reflet de la lumière sur leur surface humide, peut ajouter du charme et indiquer une bonne santé. Les reflets dans les yeux sont associés à la jeunesse et à la santé, et notre cerveau prête même automatiquement attention à la symétrie des reflets. Si un œil brille moins, cela est perçu comme un signe d'asymétrie, ce qui diminue l'attractivité. Ainsi, la beauté est un système complexe de signaux qui reflète non seulement l'attractivité physique, mais donne aussi des indices sur la santé générale et la qualité génétique d'une personne. Cela permet de choisir un partenaire avec le plus grand potentiel de succès reproductif. L'auteur du livre affirme que la sélection naturelle ne favorise pas nécessairement l'exactitude de la perception de la réalité, mais se concentre plutôt sur les aspects nécessaires à la survie et à la reproduction. La perception du monde a évolué non pas pour nous donner une image fiable de la réalité, mais pour nous aider à résoudre les problèmes de survie.
Nos sens ne reflètent pas nécessairement le monde tel qu'il est, mais nous fournissent des informations utiles pour des actions adaptatives. Dans le livre, il est question du rôle du cerveau dans le processus de perception. Il ne se contente pas de capter la réalité comme une caméra vidéo, mais la construit activement. Lorsque nous regardons des objets, le cerveau utilise des processus complexes pour interpréter les signaux provenant des photorécepteurs. L'auteur soutient l'idée que le cerveau ne voit pas simplement le monde, mais crée une interprétation symbolique de la réalité environnante. Cela signifie que nous ne percevons pas la vraie nature des choses, mais une réalité construite par notre cerveau. Cependant, Hoffman remet en question l'hypothèse classique selon laquelle les neurones existent indépendamment de l'observateur. Il soutient que si nous construisons tout ce que nous voyons, alors les neurones que nous percevons sont également une construction du cerveau. Oui, ne soyez pas surpris. L'auteur pense que nous créons nous-mêmes. Vous demandez pourquoi j'ai lu ces absurdités et vous les raconte même. Écoutez-moi. L'auteur a étonnamment de bons arguments pour soutenir sa position. La plupart des scientifiques, dont Francis Crick, sont convaincus que les neurones et les autres objets n'existent pas indépendamment de notre perception. Alors c'est l'auteur qui t'a fait perdre pied avant-hier, quand après avoir bu trop de bière, tu as trébuché sur ma litière et t'es écroulé, renversant tout sur ton dos. C'est toi, espèce d'animal irréel, qui m'a contrarié. Tu as ruiné mon tapis de souris préféré. Ta griffoire ne te suffit-elle pas? Et alors? Je passais, j'ai vu un tapis irréel, j'ai affûté mes griffes irréelles de chat incroyablement beau dessus. Dégage d'ici. L'auteur du livre se réfère aux travaux d'autres chercheurs, tels que David Marr, qui pensaient que l'évolution avait développé notre perception pour refléter précisément la réalité, ce qui aidait à survivre. Cependant, il remet cela en question en citant l'exemple d'organismes simples, comme les mouches, qui peuvent survivre sans perception précise du monde environnant. Selon lui, la sélection naturelle favorise le développement d'une perception non objectivement exacte, mais utile à la survie. Autrement dit, notre perception ne sert pas à refléter la vérité, mais à une conduite adaptative, augmentant les chances de survie. Je dois être d'accord avec l'auteur ici. Dans mes premières vidéos, j'ai essayé de former des personnages simulés à survivre. L'un des personnages était une voiture vivant dans un nid et élevant des enfants. De notre point de vue, la voiture se déplaçait dans une usine, heurtant de la ferraille. Mais pour la voiture, il n'y avait ni usine, ni ferraille. Il y avait 20 paires de chiffres indiquant la distance aux obstacles, et aussi le type d'obstacle. Ces données étaient transmises au cerveau de la voiture et influençaient ses décisions. Mais l'absence de données n'a pas empêché la voiture de se déplacer efficacement dans l'usine et de protéger son nid. Si je lui avais donné une vidéo réelle de l'usine, son cerveau primitif n'aurait tout simplement pas pu faire face. Tu sais pourquoi je me suis adapté à toi, et non l'inverse. Et pourquoi? Parce que ton cerveau primitif ne pourrait pas me gérer. Et ainsi de suite. Soit je le chasse de la maison, soit c'est lui qui me chassera. Ainsi, comme vous le comprenez, le principe selon lequel l'adaptabilité prime sur la vérité est confirmé par de nombreuses simulations, qui ont montré que la perception orientée vers l'adaptation peut supplanter la perception exacte de la réalité. Par exemple, nous regardons tous des écrans colorés et en tirons satisfaction. Mais qu'y a-t-il de réel dans ces pixels clignotants? Il existe de nombreux exemples bien connus qui montrent à quel point il est facile de tromper notre système visuel. Mais tout cela est clair et évident. Cependant, l'auteur, dans ses réflexions sur la nature de la réalité, va plus loin, encore plus loin, beaucoup plus loin. Mais pas aussi loin que l'endroit où je t'envoie quand tu oublies de me nourrir. Tu as raison, je dis des absurdités, puisque l'espace n'existe pas et que le temps n'existe pas, comme le disent certains physiciens. Vous ne le saviez pas? Les physiciens modernes affirment de plus en plus que nos conceptions de l'espace et du temps ne sont peut-être pas la base de la réalité,
mais plutôt une illusion pratique. Cela signifie que ce que nous percevons comme un espace tridimensionnel et le flux du temps ne sont peut-être qu'une façon pour notre conscience de s'orienter dans le monde. Le célèbre physicien David Gross, lauréat du prix Nobel, a déclaré ouvertement que presque tous les scientifiques travaillant sur la théorie des cordes sont convaincus que l'espace et le temps sont condamnés. Cela signifie qu'ils ne sont pas des éléments fondamentaux de l'univers, et peut-être que dans le futur, les scientifiques trouveront une autre explication plus profonde de la façon dont tout est organisé. Le physicien Nathan Seiberg a même qualifié l'espace et le temps d'illusions, qui seront plus tard remplacés par des conceptions plus précises. Cela semble assez radical, mais il entend par là que nos conceptions habituelles de ces catégories ne sont qu'un modèle pratique et simplifié créé par la conscience pour interagir avec l'environnement. Je vais vous expliquer pourquoi les physiciens pensent ainsi. Il existe plusieurs propriétés du monde qui le suggèrent. Je vais vous en parler de certaines. Le principe holographique. Le principe holographique stipule qu'un objet tridimensionnel peut être entièrement décrit par des informations sur une surface bidimensionnelle qui l'entoure. Cela ressemble à la façon dont les informations sur une holographie ordinaire sont codées sur une surface plane, mais nous voyons une image en 3 dimensions. Gerhard 't Hooft et Leonard Susskind ont proposé que tous les événements physiques à l'intérieur d'un volume peuvent être enregistrés sur sa limite bidimensionnelle. Cela remet en question l'idée que les volumes de l'espace ont une réalité indépendante. Vous n'avez pas compris ce que cela signifie? C'est simple. La 3e dimension n'ajoute aucune information qui ne pourrait pas être enregistrée dans l'espace bidimensionnel. Par exemple, un film en stéréo peut être enregistré sur un DVD plat ou une bande magnétique. Pour les physiciens, c'est un signal qu'il y a un problème avec la 3e dimension. L'intrication quantique. Je pense que tout le monde a entendu parler du lien étrange entre les particules intriquées, où la mesure d'une particule affecte l'état de l'autre, quelle que soit la distance entre elles. Mais comme la vitesse de la lumière est limitée, et que la vitesse de l'interaction des particules intriquées ne l'est pas, les scientifiques émettent l'hypothèse que la 3e dimension n'existe pas réellement, et tout se résout alors parfaitement. Personnellement, je préfère l'explication du multiverse. Le prochain signal indiquant que l'univers est bidimensionnel est le problème des trous noirs. L'équation principale de la mécanique quantique, qui décrit l'évolution de l'état de tout système dans le temps, est l'équation de Schrödinger. Sans entrer dans les détails, on peut dire que cette équation implique que rien ne disparaît dans notre monde. Oui, l'univers se souvient de tous tes péchés sales. Oh, tais-toi, chat pervers. Que signifie que l'information ne peut pas disparaître? Imaginez que 2 balles entrent en collision dans l'air et se séparent dans des directions différentes. En connaissant leur position à tout moment et les paramètres de toutes les particules des balles et de l'air, on peut calculer comment elles se déplaçaient avant la collision. Sans parler des balles, on peut calculer la position de chaque atome jusqu'au Big Bang. Cependant, dans le contexte des trous noirs, un problème se pose. Lorsqu'un trou noir absorbe un objet, toutes les propriétés de cet objet semblent perdues au-delà de l'horizon des événements, la limite invisible du trou noir. Selon la théorie classique, tout ce qui pénètre dans un trou noir disparaît pour toujours. Plus précisément, l'accès à ces informations est perdu. Mais si un trou noir s'évapore, comme l'a supposé Stephen Hawking à travers son rayonnement, il perd de la masse et finit par disparaître. Si les informations sur tout ce qui a été absorbé par le trou noir disparaissent également, cela contredit le principe de conservation de l'information en mécanique quantique. Cette contradiction entre la théorie classique des trous noirs et la mécanique quantique a conduit au paradoxe de l'information des trous noirs. Selon la mécanique quantique, l'information ne peut pas disparaître, même si un objet a subi des changements radicaux. Sinon, cela violerait la loi fondamentale de la physique. C'est pourquoi les scientifiques cherchent à réconcilier ces 2 concepts, et c'est ici que de nouvelles idées émergent, comme le principe holographique, ou l'hypothèse selon laquelle l'information est stockée à l'horizon des événements du trou noir sous forme de hologramme. C'est une hypothèse. Elle me semble étrange, mais pour l'instant, c'est tout ce que nous avons. Il existe d'autres observations qui pourraient indiquer que l'espace-temps n'est pas tout à fait ce que nous imaginons. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donald Hoffman donne de nombreux exemples montrant à quel point nous percevons la réalité de manière inadéquate.
et nous le savons. Le cerveau construit activement notre vision du monde et nous montre souvent ce qui n'existe pas. Ta tâche principale est de nourrir et de cajoler le chat, et non de regarder autour de toi. Le plus intéressant, c'est qu'il est impossible de réfuter ta théorie, cher chat. Ensuite, l'auteur décrit la fascination pour le mystère de la conscience. Aucun trou noir ou univers parallèle ne soulève autant de questions que le phénomène de ressentir le goût du café ou la chaleur dans le corps. La science moderne a accumulé une énorme quantité de données sur le cerveau, mais le mystère de la manière dont il crée la conscience reste non résolu. Ce n'est pas par manque de données, mais peut-être parce que nous abordons mal ce problème. L'auteur affirme que nous faisons fausse route en considérant le cerveau comme la source de la conscience. C'est une illusion créée par l'évolution qui a façonné nos perceptions et notre compréhension des liens de cause à effet. Mais cela reste une représentation superficielle, tout comme notre compréhension des jeux vidéo. Nous savons que les touches créent certains effets à l'écran, mais cela ne nous donne pas une idée du fonctionnement de l'ordinateur lui-même. De même, notre compréhension des objets et des événements dans l'espace et le temps n'est qu'une interface pour s'orienter dans la vie. Même les physiciens ont compris que l'espace et le temps, ainsi que les objets qu'ils contiennent, ne sont pas des éléments fondamentaux de la réalité. Ils émergent probablement d'une base plus primitive que la science doit encore découvrir. Les liens de cause à effet sont pratiques pour la science et la technologie, mais lorsqu'on tente de comprendre la conscience, ils nous induisent en erreur. L'auteur critique les tentatives d'expliquer la conscience à l'aide de théories physicalistes, où tout est réduit aux interactions entre neurones. Par exemple, l'hypothèse selon laquelle la conscience découle de l'effondrement quantique contrôlé dans les microtubules cérébrales, ou la théorie selon laquelle la conscience est identique à l'intégration de l'information dans les réseaux neuronaux. Aucune de ces théories n'explique comment les neurones produisent des sensations, disons, de goût du café ou d'arôme de pain. L'auteur pense que nous cherchons la réponse au mauvais endroit, en commençant par les objets spatio-temporels, et propose une nouvelle approche. L'idée principale est de ne pas commencer avec des objets dans l'espace et le temps, mais de considérer les agents conscients comme des éléments fondamentaux de la réalité. La conscience est un réseau d'agents qui interagissent entre eux. Tout comme dans notre monde, il existe des réseaux sociaux, la réalité pourrait être un réseau d'agents conscients. C'est-à-dire que nous vivons dans une réalité constituée non pas d'objets dans l'espace, mais d'interactions entre des agents conscients. Voilà l'approche que Donald Hoffman propose de la nature de la conscience. Achetez et lisez son livre. Il contient de nombreux exemples pour étayer l'hypothèse de l'auteur. Je ne dirai pas que je suis entièrement d'accord avec lui, mais chacun a le droit à son opinion. Sauf toi. Parce que d'où viendrait une pensée dans ta tête vide? Mettez des likes, des pouces bleus, nourrissez le chat Martin, car je refuse de garder une telle ordure.